Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Alors, on ne vous parle pas que de nouveautés à Épilogue. On a toujours ce souhait, bien que la vie littéraire, les parutions se succèdent. Il y a quelque chose d'un peu éphémère dans les sorties, le buzz du livre de l'heure. Ben, on en a la preuve aujourd'hui parce qu'on veut parler avec Félix Morin-Gosselin qui revisite pour nous Le Guépard, le seul roman de l'écrivain et aristocrate italien Giuseppe Tomasi di Lampedusa. J'espère que tu me reprendras pour la prononciation. C'est paru en 1958. Ça a été aussi adapté au cinéma par Luchino Visconti. Palme d'or à Cannes en 63. Absolument. D'ailleurs. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Félix, pour cette première mondiale à Épilogue? Oh là là. Oui, bien écoutez ce livre parce que selon moi c'est un classique intemporel, c'est extraordinairement bien rédigé, ça a été magnifiquement adapté comme vous savez. Puis je vous dirais qu'en fait c'est sûr que c'est un peu le drame de l'auteur que ce soit son seul livre. Oui. C'est un peu un mémoire quelque part parce que en fait on va rentrer dans le vif du sujet. Clairement le livre c'est un peu la vie de sa famille, je dirais, un peu fantasmée. Parce que, comme vous dites, ça a été rédigé donc dans les années 1950. Ouais. Le livre se situe donc à, on va dire, le renversement de Garibaldi en Italie, donc les années 1860, une centaine d'années avant. Sauf que son protagoniste, il est, on s'entend clairement, soit lui-même, bon, un peu son arrière ou arrière-arrière-grand-père, mais lui-même, certainement. Parce qu'en fait, Monsieur di Lampedusa, un petit peu, finalement, la moitié du 20e siècle n'était pas très tendre, hein, avec évidemment tout ce qui est de l'Ancien Régime, tout ça. Et lui, je pense que le glas a sonné quand je pense que c'est son dernier palais urbain qu'il avait, a été bombardé à la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça a vraiment sonné, tout le glas, la mélancolie, la nostalgie, même la dépression, tout ça l'a saisi. Alors, il a rédigé le livre ensuite. Très tristement, il est décédé avant la publication. C'est posthume, c'est une œuvre posthume. Et c'est vraiment triste. Parce qu'en fait, voyez-vous, le livre est divisé en 8 parties. L'adaptation de Visconti traite des 6 premières. Elle s'arrête à la très fameuse scène du bal, qui dure 45 minutes dans le film. C'était extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu, là. Aujourd'hui, même hors contexte, on recommande ce film. Ben, écoutez, c'est surtout avec la mort d'Alain Delon, hein, cet emblème du cinéma. Alors, Alain Delon, il brillait magnifiquement dans Le Guépard. C'est juste extraordinaire de le voir avec Claudia Cardinal et Burt Lancaster dans le rôle du Guépard. Est-ce que le livre vous a donné envie d'aller voir le film? Ben, en fait, c'est drôle, là, j'arrive plus à me souvenir si c'était le livre ou le film en premier. Très certainement, par contre, le film, là, juste avoir vu quelques images très, très jeunes, là, je vous dirais que on ne peut pas être autre qu'envoûté, là, par vraiment la beauté, vraiment l'esthétisme de Visconti et le respect du livre, parce que vraiment, le livre, on peut le prendre et à plusieurs scènes, on pourrait lire le livre en même temps que de visionner le film et ça concorde, là, mais parfaitement. Autant dans les détails, par exemple, la table dressée à la française. Alors, la table va être dressée à la française dans le film. Alors, ça veut dire les couverts vers le bas et non vers le haut. Également, pour la couleur des robes, le frottement des tissus, le détail, les musiques, toutes les chansons choisies. Alors, par exemple, quand ils arrivent à leur palais de villégiature, le village joue une chanson de la Traviata dans le livre. Mais dans le film, il le reproduit à l'exact. Même chose quand ils entrent dans la cathédrale. Même chose. Alors, c'est tellement une adaptation fidèle que quelque part, c'est aussi une œuvre qui ne déçoit aucunement. Autant l'œuvre littéraire que l'œuvre cinématographique. Là, c'est satisfaisant, là, je vous dis, là, du début à la fin. J'entends une grande élégance dans les descriptions, dans l'époque. Mais en même temps, c'est aussi un constat de fin de régime. Est-ce qu'il y a pas de... Il y a une mélancolie ou Absolument. Il n'y a pas de revanche ou de cynisme non, il n'y a pas de revanche. En fait, c'est-à-dire, oui, il y a une certaine revanche quelque part sur le destin, mais pour le protagoniste, lui, il ne peut que constater donc le déclin des siens, on va dire de sa classe, là, si on peut vraiment dire comme ça, parce que c'était vraiment une classe, c'était la noblesse, qui n'est pas du tout la bourgeoisie ni rien du tout. Alors, c'est une classe très distincte, qui évidemment, un peu comme nous, le régime seigneurial dans les années 1850, c'était fini. En France, la révolution franco-prussienne en 1870, donc c'était fini, tout ce qui était l'aristocratie, tout ça. Alors c'était comme une période là très très mouvementée. Alors je vous dirais que en effet le protagoniste c'est un peu triste parce que tout le long du livre en effet c'est très mélancolique, très nostalgique. Bon évidemment tout était toujours mieux avant, tout était toujours plus respectable et tout. Cependant si on peut dire la revanche un peu si on veut la dire comme ça, c'est qu'en fait Tancredi
qui est joué par Alain Delon. Qui est donc ce personnage principal, un peu l'alter ego de Exactement. Alors, c'est... en fait, donc l'alter ego, je vous dirais que c'est vraiment Burt Lancaster, qui est le guépard. Okay. Alors, le guépard, c'est l'emblème de la famille, et c'est le patriarche. Alain Delon, qui joue Tancrède, c'est son neveu, jeune neveu, donc jeune aristocrate, très beau, fringant et superbement élégant, mais désargenté. Alors, eh bien, la solution, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a vu si souvent, eh bien, marier une tête fortunée. Sauf que là, fortune, à la Révolution et tout, on compte pas de marier une autre famille princière ou quoi que ce soit. Alors là, on va chez les bourgeois. Alors, donc, c'est là... des fortunes industrielles. Des fortunes industrielles, voilà. Terriennes même parfois. Oui, tout à fait. Sauf qu'on s'entend que pour eux, c'était véritablement l'hécatombe. Alors, si on veut dire la revanche du destin, c'est l'idée que grâce à Claudia Cardinal, Angelica. Grâce à elle, évidemment, la famille va se maintenir. Tancrède va devenir éventuellement très riche et il va pouvoir occuper des grandes fonctions et tout. Et donc, c'est un peu mentionné plus tard parce que quand même le livre arrête là, fin 19e, mais il y a quand même des suites là, dans les épilogues qui traitent un peu plus du début 20e. Et donc, on peut voir l'évolution de la vie donc de la descendance du guépard, ce qui est assez fascinant parce que donc, on peut être relativement soulagé, entre guillemets. Tout le monde reste dans leur palais. On garde la face. On garde la face. Tout le monde reste dans leur palais. On n'a pas dû tout vendre. Personne n'est à la rue, tout et tout. Mais tout de même, c'est ça. C'est un peu l'étrangeté, je dirais, pour le protagoniste de se dire que, d'accord, dans les apparences, on se maintient, mais moi, dans mon fond intérieur, dans ma fierté, dans mon système de valeurs, dans les principes aristocratiques, ben, c'est la honte. Ah oui. C'est véritablement la honte. C'est un peu la fin. Ça devient presque de la espèce de psychosocial, là. Ben, exactement. Parce qu'on s'entend que là, Valérie, on a eu le plaisir d'en parler un petit peu, là, récemment, mais tout le côté, si on peut relier à un sujet beaucoup plus propre à nos jours d'aujourd'hui, le côté un peu transfuge, social. Tout à fait. C'est mentionné, mais quantité de fois, parce qu'on s'entend que, par exemple, Angelica, qui est quand même, c'est la fille du maire de la villégiature où il réside pendant l'été, une fois de temps en temps, et le maire, Don Calogero, qui est devenu richissime en peu de mois, mais qui est un homme d'une bassesse, mon Dieu, innommable. Et il a une fille magnifique. Alors, et on s'entend que, certainement aussi, ça témoigne un peu de l'époque. Alors, parce que Angelica, son seul crédit, c'est d'être très, très belle et d'être finalement très riche. Là, on s'entend que, et elle-même se soucie très peu de la culture, elle se soucie très peu de tout ça, et est-ce qu'elle est vraiment en amour avec Tancrède, ou est-ce qu'elle-même, elle voit la position sociale de devenir princesse? Alors, c'est un peu plus ça, là. Mais, par exemple, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que, par exemple, c'est ça, dans un premier souper, Angelica va rire d'un de ses rires tonitruants à table, qui va scandaliser tout le monde. Don Calogero, il va venir en habit du soir, en cravate blanche, ce qui est d'accord, très bien, mais, oh mon Dieu, c'était d'une facture terrible, des chaussures terribles, des pantalons avec de l'eau dans la cave, comme on dit. Donc, voyez, donc toutes ces choses-ci, c'est relevé dans le livre parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est d'un livre d'une exactitude historique. Faux pas, et donc on le voit. Oui, absolument. Comme par exemple, d'autres anecdotes, c'est à la scène du bal, Don Calogero, alors que tout le monde se fait des présentations très formelles et tout, Don Calogero, lui, il ne peut que dire, ah, mon Dieu, les dorures, c'est beau, mais aujourd'hui, on fait plus ça parce que ça coûte si cher, l'or et tout. Alors, mon Dieu, le gars qui parle la grosse conversation sur l'argent au milieu d'un grand bal mondain pour présenter sa fille à la société et tout. C'est savoureux, honnêtement. Là. Il y a de l'humour ou c'est involontaire, un peu d'humour? C'est peut-être un peu involontaire. Avec notre regard d'aujourd'hui. Oui, ça se veut peut-être un peu cynique parce que surtout avec notre regard d'aujourd'hui, je vous dirais, ça en est un peu insupportable. Là, les nuances qui sont un peu insipide, là. Pour nous, évidemment, mais pour eux, c'était, en fait, assez récemment, même à la mort de l'auteur dans les années 1950, la pression sociale, l'image, tout ça, ce qu'on projetait, c'était bien plus important que ça l'est aujourd'hui. Alors même pour lui, de son vivant, il pouvait tout de même assimiler quelques valeurs toujours de ses aïeux, parce que quelque part, il reproduisait lui-même le modèle donc il avait connu. Et je vous dirais, en fait, également, si je peux rebondir là-dessus, c'est le côté super fascinant du film, parce que Visconti, si je vous l'apprends, c'est également un aristocrate. Alors, Lampedusa et Visconti, je crois que Visconti avait peut-être une certaine sympathie pour Lampedusa, une sympathie du milieu. Et donc, dans la reproduction du film, la fidélité, mais aussi clairement la compréhension. Parce que, par exemple, si vous prenez des séries populaires aujourd'hui, là, évidemment, Downton Abbey, par exemple. Je pense à ça, là, évidemment. Downton Abbey, par exemple, le réalisateur,
sans lui enlever quoi que ce soit. Je veux dire, il descend pas là des grandes familles du pays. Alors, sans dire évidemment non plus qu'il parle à travers son chapeau parce qu'il doit être un historien extraordinaire, un peu comme Stéphane Bern. Mais quelque part, oui, tu sais, il fantasme même sur quelque chose qu'ils n'ont finalement jamais connu. Alors que Lampedusa, qui est donc né quand même fin 19e siècle, en se disant nous-mêmes qu'il avait clairement des grands-parents aussi vivants qui lui ont raconté. Et dans le livre, il y a même des petits caméos. Ils vont dire, par exemple, la Principessa di Lampedusa. Alors, ils ont inclus, respectueusement peut-être, Visconti, peut-être de façon respectueuse, l'aïeul de l'auteur dans la scène du bal, par exemple. Alors ça, c'est très beau et on se dit, quand on regarde le film, c'est d'un réalisme. Et quand on lit le livre, évidemment, mais évidemment, nous, on le voit en image dans le film, c'est d'un réalisme, là, c'est déconcertant. Alors, on se dit, c'est vraiment des gens de source première qui ont connu ce monde, qui ont connu les réminiscences, qui ont toujours des souvenirs et tout, et qui l'ont juste traduit un pour un livre et l'autre donc en film. Et à peu de temps de différence, hein, de 58 pour le livre, 63 donc Palme d'or. Palme d'or. Et c'est extraordinaire et triste de se dire qu'il a été refusé énormément, grosse frustration de vie, il est décédé d'un cancer en s'imaginant que donc sa vie était le déclin total. Donc il s'était totalement fait balayer de revers de main par sa patrie, si on peut dire ça comme ça, qui rejetait finalement son monde et que juste après sa mort, le film écoutez, il devient un des derniers témoins aussi. Un des derniers témoins, un film symbolique vraiment là, de la mouvance. Là. Donc voilà. C'était extrêmement passionnant. Le Guépard, Félix Morin-Gosselin qui nous parlait, on peut dire à la fois du film et du livre, mais avant tout, ce livre. Merci beaucoup et merci, grand Valérie. Plaisir de te retrouver au micro d'Épilogue. Absolument, merci. Merci.